Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Michael Kramer, qui est maire de Lens en Vercors. Bonjour Michael. Bonjour. Bonjour. Michael, quand tu étais petit, quand tu étais enfant, tu voulais être maire? Est-ce qu'il y avait des signes, voilà, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs à un moment donné où on se dit, bah voilà, peut-être que tu relèves... Non, pas du tout. Alors raconte-nous. Pas du tout, c'est pas une chose qui m'intéressait. Je me voyais pas du tout maire ni élu. Pour moi, c'était réservé à des personnes. Et puis c'était même un emploi, non, c'était pas quelque chose que j'envisageais. Même quand j'ai commencé mes formations et ma carrière professionnelle, c'est vraiment pas. Voilà. Bon, certes, papa a été élu, il a fait un mandat dans sa commune, mais c'est pas ça qui m'a donné envie d'être maire. Hein. Enfin, il y a même pas eu d'envie d'être maire. C'est les concours de circonstances qui ont fait ça. C'est avant tout, c'était un engagement envers les autres. Hein. C'était pas le fait d'être maire, c'était un engagement pour une idée que j'avais de ma commune, pour des idées que j'avais, parce que je pars du principe, et j'ai toujours dit ça, c'est que c'est pas du fond de son canapé qu'on fera évoluer les choses. Donc il faut se mettre en capacité de faire évoluer les choses. Et c'est le sens de cet engagement-là qui fait que je suis arrivé aujourd'hui maire, mais c'était pas un projet de carrière, loin de là. Alors comment justement on se lance dans une telle aventure? Euh, C'était quoi la première fois où tu t'es présenté? C'était quoi le leitmotiv? Alors la première fois où je me suis présenté, on est venu me chercher pour compléter une liste. Donc moi en septembre 2023, j'étais complété une liste. Hein. Donc j'ai dit à ma femme, oui, bah je vais faire des réunions, j'ai complété une liste. Donc de fil en aiguille, moi il y avait une tête de liste qui était pressentie, il y avait tout un tas de personnes. Hein. Moi qui habitais déjà la commune depuis longtemps. Moi j'étais jeune arrivant. Donc j'étais venu, ben voilà, je viens compléter la liste, et puis de fil en aiguille, enfin de fil en aiguille, non, parce que je l'ai pas vu arriver celle-là. Début janvier, on me dit, bah la personne qui était pressentie pour la tête de liste, elle dit, bah non, bah, moi je suis bientôt à la retraite, j'ai d'autres aspirations, j'ai d'autres engagements, maire, non. Et je me souviens encore, hein, on était en train de préparer le programme, les réunions de programme, et on fait le tour de table. Du coup, qui veut prendre enfin, c'était une douche froide un peu, puis qui veut prendre la tête de liste, hein, sachant que ça faisait quand même quelques mois qu'on travaillait. J'étais parmi les premiers à parler. J'ai dit, bah moi, s'il y a vraiment personne, je veux bien y aller. Hein. Et puis bah, finalement, tout le monde derrière moi a dit, bah non, 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 non. Et puis voilà comment je me suis retrouvé le 17 janvier 2014, tête de liste. Donc voilà, c'est après comment on fait pour l'annoncer à son épouse, comment on fait pour annoncer, voilà, parce une fois que c'était parti, bah voilà, on prend son courage à deux mains, on prend ses responsabilités, et puis on y va, et puis on se lance dans cette aventure, et on découvre beaucoup de choses dans la campagne, hein, entre caché au fin fond d'une liste et tête de liste, c'est pas forcément la même vision, le même rapport avec les autres. C'est comment on prend le leadership sur des gens qui habitent la commune depuis qu'ils y sont nés et qui ont certaines idées, et que nous, avec une vision différente, j'essaie de faire passer les idées. Des fois, ça reste pas facile, même si j'ai déjà 10 ans de mandat, mais ça reste pas facile. C'est toutes ces petites choses là. Et moi, qui étais plutôt un introverti, plutôt bègue, plutôt pas à l'aise en réunion, comment on se retrouve voilà, ben devant tout le monde. Et puis c'était la première réunion publique qui fait que ben voilà, on est là. Alors voilà, c'est le vestimentaire, vous me verrez pas, mais je suis plutôt suite à capuche, et comment sur la première réunion je m'achète au fait une respectabilité, parce que ça passe par là aussi. Beaucoup de gens, enfin la plupart des gens dans le village ne me connaissaient pas, et ceux qui me connaissaient, c'était plutôt skate shoes, bermuda et t-shirt tout au long de l'année, et hoodies. Donc comment on passe d'un jeune à une personne qui potentiellement peut être maire. Donc ça passe par le costume, ça passe par tout un tas de petites choses que j'avais évité. Et puis après, on se dit, ben voilà, je suis là maintenant, et les gens comptent sur moi, donc on y va, et tu prends sur toi, même les choses que t'aimes pas, les choses où tu te sens pas à l'aise, tu prends sur toi, et puis on y va. Bon alors Mickaël, là tu nous dis plein de choses, mais raconte-nous quand même l'épisode avec ta femme. Comment tu lui as annoncé? Alors comment je vais annoncer? Alors pour la petite histoire, mon ancien voisin, parce qu'on a déménagé entre-temps, était un ancien maire de Lens.
Et donc moi je dis bah voilà le temps que ça va prendre par semaine. Ou elle me dit une petite journée, tu verras, une petite journée ça c'est tout ce que ça va prendre dans la semaine. Donc moi j'ai dit à mon épouse voilà maintenant aujourd'hui ils m'ont proposé ça, qu'est-ce que t'en penses? Alors elle était un peu déjà étonnée parce qu'elle me dit comment toi t'as proposé, t'es tout jeune, tu viens d'arriver, c'était pas pour ça que t'es venu dans la liste. Je dis, elle me dit comment tu te sens? Je dis je me sens ça fait un peu bizarre de me retrouver là maintenant tête de liste, mais voilà. Elle me dit si t'as envie d'y aller, vas-y. Et ça va te prendre combien de temps? Comment on va s'organiser? Et elle m'a dit de toute façon on s'organisera et voilà on trouvera un mode de fonctionnement. Alors petite précision qui est un peu utile parce qu'en 2014 donc quand on a été élu, ma femme était enceinte de 6 mois de la deuxième et on était en train d'acheter une maison à retaper. Comme ça de la difficulté on en rajoutait. Donc quand on est donc en mars 2014 donc quand on a été élu, voilà, il y a ces trois événements que j'avais à gérer en même temps, plus mon boulot qui est continué puisque je continue à travailler. Donc tu faisais quoi à l'époque? Je suis toujours ingénieur en microélectronique. Je bosse chez ST Microélectronique à Grenoble. Et voilà, c'est comment on fait pour gérer toutes ces petites choses-là. Alors il y a eu des moments très durs, je le cache pas. Un moment de joie, le moment où on est élu, c'est le soir, c'est vraiment un moment de joie qui dure allez 10 secondes. Pour l'équipe, pour le reste de l'équipe, c'est un moment de joie qui reste toute la nuit, mais c'est 10 secondes jusqu'au moment où le cerveau il intègre tout ce qui vient et tout ce qui arrive parce que d'un seul coup, je fais 1m90, mais d'un seul coup, j'ai perdu 10 cm avec le poids qui arrivait dessus parce que il y avait une joie. Moi, j'étais vraiment content, tout le monde était content. Mais après, on réalise tout ce qui arrive. Donc ça, c'était la première chose. Et puis honnêtement, je m'y attendais pas. Il y avait une place pour passer, mais je m'attendais pas à passer. Donc c'était aussi un peu une surprise. Après, ça a été des moments très durs. Mon épouse a eu des problèmes pendant sa grossesse, donc c'était compliqué. C'est comment on gère alors qu'elle est hospitalisée, qu'elle a besoin de moi, qu'on a une petite de 3 ans et que en fait les premières semaines, les premiers mois du mandat, on est aspiré par la mairie. On fait des journées où on dort quasiment pas parce qu'il y a tout un tas de choses à intégrer et en fait on délaisse un peu la famille. Ça fait partie de mes plus grands regrets, c'est que j'ai pas accompagné mon épouse dans les moments difficiles. Là, début de mandat, j'étais absorbé par le mandat et j'ai pas pu être auprès d'elle comme j'aurais dû et comme je devrais l'être. Donc c'est ces moments-là qui font que voilà, ça fait des moments qui ont été difficiles. Mais c'était un engagement et je pense que c'est important aujourd'hui. C'est la famille, c'est important. Je suis sur mon 2e mandat et j'ai pas envisagé de la même façon avec la sphère familiale parce que pour être bien dans ses baskets en tant que mère, il faut être aussi bien dans sa sphère familiale parce que faut pas qu'il y ait des problèmes par ailleurs parce que moi je suis un peu quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que je m'engage jusqu'au bout, quitte à des fois à oublier certaines choses fondamentales à côté. Sur le premier mandat, j'ai beaucoup oublié ma famille. Ça a été très compliqué. Là, sur le 2e mandat, j'essaie d'être plus présent, même si l'engagement est toujours le même. Je fais toujours énormément de choses, mais c'est un peu différemment. J'accorde plus de place à ma famille et j'hésite pas à dire non pour remettre ma famille au centre de certaines préoccupations parce que les mandats ça a une durée limitée, que la famille j'espère que ça a une durée illimitée. Donc voilà. Alors juste la vérité maintenant, t'y consacres réellement une journée par mois? Non, aujourd'hui typiquement c'est un temps plein, c'est un temps plein par semaine, c'est 40 heures par semaine. Même si on les passe pas en mairie, il y a des réunions à droite, à gauche. Et, le temps de bosser les dossiers, de les apprendre. Quand je suis chez moi, je je mange plus souvent avec ma famille maintenant. J'essaie de m'organiser des temps de repas avec eux.
Mais après, quand tout le monde est couché, c'est de la lecture, c'est du travail. Donc, même quand je suis chez mon employeur, il y a des interruptions de temps en temps. Enfin, on peut pas dire quand je suis en vacances, c'est pareil. Mère, en fait, il y a certes 40 heures de boulot par semaine, mais c'est 365 jours par an, 24 heures sur 24, parce qu'on a toujours quelque chose. Quand on va en vacances, on va à d'autres endroits, on regarde ce qui se fait, on le note, on le prend, voilà, il y a un coup de téléphone qui vient, il y a un coup de téléphone qui arrive. La fonction de mère, elle est avec nous, quoi. C'est 365 jours par an, 24 heures sur 24. Mon épouse et mes filles, elles disent, on est avec le maire tout le temps, on n'a plus notre mari, on n'a plus le papa, parce que même sur une période, sur un week-end, il n'y a pas un week-end que je passe où j'ai pas au moins une heure que je consacre à la mairie. Voilà, j'ai dit, le week-end là, on se bloque, on fait un week-end à 4, mais on coupe pas, on coupe jamais, parce que c'est comme ça fait partie du sens de l'engagement. Et quel que soit l'élu, dès qu'il est engagé, c'est ça. Et c'est un des plus gros risques aujourd'hui. C'est ce qui t'a le plus surpris quand tu as pris tes fonctions? Très rapidement, tu t'es rendu compte du volume de temps de travail que ça allait représenter, ou il y a autre chose qui a été une très grosse surprise quand tu as pris tes fonctions? C'est le volume des difficultés, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire tellement plus simples, et qu'aujourd'hui on se met des difficultés de partout. Alors après, il y en a, je peux comprendre, il y a tout un tas de lois qui ont été faites pour protéger l'élu, pour protéger. Mais aujourd'hui, c'est tellement de contraintes pour faire avancer quelque chose. On passe énormément de temps. Et moi, c'est ça. Je pensais que des choses, claquement de doigts, on allait faire des choses. Mais non, quand on prend toutes les étapes qu'il faut faire. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de simplification, mais en 2014, quand on était élu, c'était beaucoup plus simple qu'en 2024. Moi, je trouve que plus on avance, plus on dit on va simplifier, moins on simplifie. Et c'est là où moi je commence à avoir du mal, c'est que quand on était élu en 2014, j'avais ce côté on va casser les codes, on va tout chambouler. Et petit à petit, on se fait reprendre par le système et on devient des gestionnaires plus que des gens qui veulent casser les choses. Pourquoi? On met tellement de contraintes législatives, de contraintes normatives, que ça tue comme ça s'appelle l'initiative. Il faut faire attention à ça. Si on fait ça, on peut se retrouver à attaquer en justice. On fait pas ça parce que ça. On a tellement de responsabilités qui pèsent, que ce soit sur notre personne en tant que maire ou sur la commune, que dès qu'on prend une décision, il faut réfléchir à tellement de choses, que je dis, mais comment on fait pour être innovant aujourd'hui? Comment on fait pour vraiment être innovant sur nos territoires? D'autant plus que une chose qui peut très bien fonctionner ici, alors va pas rentrer dans un cadre national, parce qu'ils ont vu qu'à l'autre bout de la France, ça pourrait pas fonctionner, parce que le contexte il fait que ça peut pas fonctionner, alors qu'ici ça pourrait très bien fonctionner. Mais on est en train aujourd'hui, on parle aussi de décentralisation, mais on recentre tout. Moi, je vois des fois on a des décisions qui sont prises par les services de l'État ou par autres. On explique, mais venez, rendez-vous sur place. Là, il y a ce qui est écrit sur le texte, mais sur la carte, mais sur place, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais donner une petite anecdote, un exemple. On a échangé les statuts de la régie des remontées mécaniques. On était passé d'un budget annexe à un EPIC. Donc les budgets, c'est forcément du 1er janvier au 31 décembre, année civile. Nous, l'exploitation, c'est quand même plutôt décalé. Bon, ça, on en fait notre affaire de ça, mais c'est vrai que c'est déjà pas facile de tous les jours. Nous, on travaille pas en saison, mais en deux demi-saisons. Et donc, on a des problèmes administratifs. Donc, le changement, faut le faire au 1er janvier. Le tribunal administratif pour le RCS et tout ça, et tous les documents administratifs, ça, le 1er janvier, ça marche pas. On était en train de travailler avec les services de l'État. Les services de l'État nous ont quand même dit, c'est pas grave, vous n'êtes pas capable. Donc le compte en banque est clôturé, parce que normalement il faut clôturer. Les services de l'État nous disaient, c'est pas grave, vous ne facturez pas les forfaits, et puis quand vous aurez tous les documents qui seront en votre possession, vous enverrez les factures aux personnes qui sont venues skier. Non, ça marche pas. Enfin, complètement hors sol. Voilà, je dis non. Oui, mais la loi c'est ça. Oui, mais non, nous les gens jamais vont payer des factures. Et pour une facture de 15 €, personne n'ira en recouvrement pour une facture de 15 €. Donc on va perdre des sommes monstrueuses. Donc on était dans une situation un peu complexe. On a fonctionné. Normalement, on n'avait pas le droit de fonctionner comme ça, mais
voilà, où on est sur des situations comme ça où on perd de l'agilité, où on perd, voilà, pour moi, les communes, elles devaient être agiles. On devait être, c'est un schéma, on est au local, on doit être super agile, on doit être super réactif. Que l'État fasse des grands plans, oui, c'est son rôle. Par contre, au niveau des communes, au niveau local, on doit être agile. Et aujourd'hui, on est en train de nous contraindre notre agilité. Je pense que c'est ça qui est dommage, parce que d'un sens comme dans l'autre, il y a toutes les initiatives, elles sont bonnes à prendre. Il y a quelques années, on avait des grands plans d'aménagement, enfin, qu'ils soient controversés ou pas, mais les deux plus grands qu'on a eu, que ce soit sur les énergies ou sur l'aménagement en montagne, il y avait un plan, mais il restait quand même une animation locale qui permettait de différencier les territoires. Là, maintenant, on pond des trucs où c'est un peu plus difficile de bouger. Puis ça dépend aussi, enfin voilà, moi j'aime bien aller chercher de temps en temps ce qui est un peu sur le côté pour essayer de faire bouger les choses, mais on fait vite à revenir sur le chemin, parce que ça met tellement de difficultés sur les services locaux que c'est compliqué. Mais je reste positif néanmoins. Je trouve que c'est compliqué, mais il faut quand même qu'on soit là pour bouger. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu es le maire de Lens-en-Vercors? Alors, c'est toute la diversité de situations qu'on peut voir. Aujourd'hui, on parle dans certains médias, on parle de 7 personnes. On a l'impression que c'est des catégories, mais il y en a des milliers de catégories. Et on voit tellement de situations, tellement de situations difficiles, de situations plus heureuses, mais enfin, moi, c'est la diversité des choses. J'ai du mal à discuter avec pas mal de personnes maintenant, parce que je dis, mais voilà, toi tu vois comme ça, mais il y a tout ça qui existe à côté, il y a tout ça qui existe de l'autre. Ça nous ouvre les yeux. Moi, en tout cas, d'être élu, ça m'a ouvert les yeux sur tout un tas de pans de la société que je ne connaissais pas. Et je trouve que ça, c'est vraiment, enfin, c'est enrichissant. On se découvre aussi à travers ça. Moi, la personne que j'ai le plus découvert, la chose que j'ai le plus découvert pendant le mandat, en fait, c'est égoïste, mais c'est moi. Et en se découvrant, on découvre les autres aussi. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus flagrant. C'est la diversité, c'est le fait que chaque jour, c'est un autre jour. Alors, ils disent, on va à la routine au travail, on va à la routine à la mairie, mais non, il y a pas de routine, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui fonctionne. J'avais posté il y a quelques années une photo sur Facebook de mes journées à travers les chaussures. Et en fait, cette journée-là, je crois qu'il y avait 3 paires de chaussures, mais je pouvais aller jusqu'à 4. J'avais commencé le matin en chaussures pointues pour une cérémonie. Ensuite, j'avais mis les baskets pour aller voir un problème en forêt. Ensuite, des chaussures un peu plus habillées parce que j'avais des réunions, mais j'avais pas besoin du costume. Et j'ai fini par mes chaussures de ski parce qu'il y avait un problème sur le domaine skiable. Sur une journée, 4 types de paires de chaussures complètement opposées, mais qui répondaient à un moment de la journée à toujours la casquette de maire, mais à une problématique, à une fonction, à un sujet différent. Et c'est ça que je retiendrai en tout cas de ce mandat-là, et c'est d'avoir de passer de la difficulté où on reçoit une personne qui est vraiment en détresse sociale, et puis tout de suite derrière, on est sur un projet qui suscite l'engouement de toute une association qui veut monter son événement. On est très haut en émotion, on redescend très bas parce que c'est des moments très lourds, puis ça revient tout de suite derrière très haut. Donc très très intense et très diversifié tous les jours, à chaque minute, à chaque instant. Il y a sûrement, du coup, avec 10 ans de mandat, 1000 anecdotes plus folles les unes que les autres. Tu viens de nous raconter un peu la journée de tes chaussures. Effectivement, moi, je change pas de chaussures aussi souvent que toi dans une journée. Est-ce que tu as des anecdotes un peu comme ça, rigolotes, originales, que tu peux nous partager depuis que tu es élu? C'est une anecdote, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça nous quitte jamais. On était partis quelques jours sur la plage avec mon épouse et mes filles. On était tranquillement en train de bronzer. Et, j'ai une dame qui s'arrête et qui vient me voir et qui me dit est-ce que le contrat pour X c'est bon? Enfin là je suis sur la plage, contrat X, je me prenais pour quelqu'un d'autre. Non, mais mon fils il a postulé pour les chantiers jeunes de cet été. Je voulais savoir si c'était ok.
on est là, ouais, c'est là, c'est une anecdote, mais c'était pour illustrer aussi le fait qu'on est mère tout le temps, et les gens ils font pas la différence de la personne qui est en vacances et la personne du maire. Et voilà, ça c'est bon. Maintenant, je le prends avec le sourire. Sur l'instant, mon épouse et mes filles, elles l'ont pas pris de la même façon. Maintenant, ça nous fait sourire avec le recul. J'ai des anecdotes de personnes. Enfin, c'est des moments de vie. Voilà, quand on va chez les gens, Monsieur le maire, vous voulez boire quelque chose? Non, un verre d'eau. Enfin, oui, non, un verre d'eau. Ah, mais non, mais vous êtes le maire, donc voilà, c'est le vin, on sort le. Non, ben non, non, ben non, je veux dire, voilà, vous m'avez sollicité, je viens chez vous, mais oui, c'est ce côté-là, c'est ce côté. Enfin, moi, voilà, j'aurais dit suite à Capuche et tout ça, donc c'est ce côté un peu pas conformiste, ou voilà, quand des fois, mais, ah bon, c'est vous le maire? Oui, ah oui, c'est moi le maire, je suis en short, je suis en basket, et le fait d'incarner on dit l'habit ne fait pas le moine. Quand les gens ne connaissent pas, ils mettent pas le visage, ou ils connaissent pas le visage. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire, bah voilà, je suis maire, moi je vais à certains endroits, ils me demandent ma carte d'identité en disant, bah voilà, je viens à La Réunion, je suis le maire de, bah non, carte d'identité. Oui, mais oui, non, c'est ça, c'est ces petits moments-là que je retiens, parce que Si je peux me permettre, il y a une anecdote que j'aimerais bien raconter. Tu venais d'être élu en 2014. C'était une année de Montagne Planète, donc le grand rassemblement international de la montagne. Et je me revois te croiser, puisqu'on se connaît depuis très très longtemps, et te demander alors comment ça se passe ton salon comme première fois en tant que mère. Et t'avais les yeux mais illuminés comme un sapin de Noël, parce que je crois que on te déroulait le tapis rouge, tous les vendeurs de dameuses, de remontées mécaniques, tous les équipementiers de la montagne, et tu pouvais passer devant tout le monde, essayer les machines, rentrer dans les cabines, etc. Et c'était vraiment hyper touchant de voir à quel point vraiment on t'aurait mis dans un magasin de jouets, ça aurait été à l'âge de 7-8 ans, ça t'aurait fait à peu près le même effet, quoi. ah, mais c'est toujours, hein, c'est le côté bon. 10 ans plus tard, ça te fait toujours le même effet? 10 ans plus tard, ça fait toujours le même effet. Bon, là, cette année, j'ai un empêchement qui me permettra pas d'aller au Mountain Planet, mais c'est toujours le même effet. Et puis, je me suis fait des copains là-dedans. Moi, c'était mon rêve quand j'étais petit, c'était de travailler dans les remontées mécaniques. Ça s'est pas fait pour différentes raisons. Les vicissitudes de la vie font qu'on fait pas toujours ce qu'on veut, ce qu'on peut. Et du coup, ouais, non, c'était pour moi, j'étais un grand enfant. Moi, d'habitude, quand j'y venais, je restais bien derrière et tout ça. Et là, je posais des questions, et puis je disais, bah ouais, je suis maire. Et là, du coup, ça changeait le rapport, et c'est normal, hein, client potentiel, mais ça a changé le rapport, ça. Et c'est toujours ces moments-là, ces moments qui nous permettent de vivre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est tous des moments que j'aurais pas vécu en étant simple citoyen. C'est des rencontres que j'aurais jamais faites. C'est des choses que j'ai vues. C'est apprendre au quotidien. Quand on se met assis à côté des gens qui vont faire du déneigement, quand on se met voilà, c'est on apprend beaucoup de choses. On apprend sur des problématiques. Moi, j'ai sur mon premier mandat, mon premier adjoint qui était président des communes forestières de l'Isère. Enfin, en allant en forêt, c'était une autre vision. Quand on devient maire, on a une autre vision de ce qui nous entoure. C'est impressionnant. Pour ça, si les personnes on les voit différemment, et puis il y a des problèmes il y a des problèmes qu'on relativise beaucoup plus, hein. Moi, il y a des fois je me dis mais ça c'est difficile, puis après quand je regardais ce qui se passe autour de moi, je dis non, mais on n'a pas le droit de se plaindre sur certaines choses, quoi. À un moment donné, c'est pas possible. Si tu regardes ton parcours en tant qu'élu, selon toi, quelle a été ta plus grosse erreur et qu'est-ce que tu en retiens? En tant qu'élu, ma plus grosse erreur, tu vas dire que j'aurais d'autres, mais c'est d'avoir négligé ma famille sur le premier mandat. Et je trouve aujourd'hui, pour moi, c'est une erreur, parce que mes filles, elles sont grandes. Il y en a une qui est au collège maintenant, l'autre qui est en fin de primaire. J'ai loupé ça. J'ai loupé quelque chose. J'ai loupé ça. Et je pense que ça, c'est ma plus grande erreur, parce que ça m'a fait faire aussi des erreurs politiques derrière, parce que j'étais pas zen. Mais c'est ma plus grosse erreur. Je pense que si aujourd'hui
J'invite tout le monde à se positionner pour pouvoir être élu, pour pouvoir s'engager pour une collectivité, mais attention, pour moi, à la famille. Et quand on voit parmi les maires le nombre de maires qui sont divorcés, ça pas, enfin c'est pas anodin. Enfin en tout cas chez les jeunes, parce que c'est chronophage, c'est difficile à expliquer quand à la famille, et certaines fois des choses qui sont difficiles à expliquer. Comme disait ma femme au début, c'est vivre avec un fantôme. Voilà, c'est dire bah voilà, ce soir je suis là, je peux garder les filles, y a pas de souci, tu peux partir avec tes copines. Et puis finalement t'as un truc qui arrive, tu dis bah non, bah t'as soirée avec tes copines, bah t'y vas pas, et moi et c'est moi qui passe en priorité parce que les concitoyens passent en priorité. C'est ma plus grosse erreur, parce que je vois que là je le fais moins sur le deuxième mandat, et que finalement on arrive à gérer aussi bien les choses. Je délègue un peu plus. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal d'avoir des moments de répit, Qui régénèrent, qui régénèrent et qui font qu'on est peut-être même encore un meilleur élu. Et justement, à contrario, quelles sont tes plus grandes satisfactions, ou ce dont tu es le plus fier? Alors, ce dont je suis le plus fier, en fait, c'est d'avoir des équipes, déjà des élus qui m'ont reçu sur un deuxième mandat. Alors ça veut dire que je me suis pas trop planté et que j'ai réussi à fédérer autour de moi. Et aussi d'avoir des équipes, parce que on parle des élus, mais l'élu sans ses équipes techniques, il fait pas beaucoup de choses, hein. Il y a des équipes techniques. Dans les petites communes, l'élu il fait beaucoup, on fait beaucoup aussi, mais nos équipes techniques, elles font énormément de travail dans nos communes touristiques et les communes intermédiaires comme la nôtre. Et moi, c'est une fierté partagée, c'est une fierté d'avoir des équipes, quand je les challenge, elles sont toujours là pour répondre présent, parce qu'elles savent qu'elles sont accompagnées, qu'on va aller jusqu'au bout. Et voilà. Et ça, c'est pour moi, c'est ça. C'est pas des réalisations. Moi, je compte pas. Enfin, je veux pas qu'on se souvienne de moi parce qu'il a fait un truc comme ça. Enfin, un bâtiment, une autre réalisation. Non, moi, ça m'intéresse pas. C'est comment j'ai fait évoluer, comment j'ai fait évoluer, comment les personnes elles étaient autour de moi. Moi, je vois pas. Il y a des personnes, elles veulent marquer leur histoire avec un truc qui restera, qui a marqué la commune sur quelque chose. Moi, si une association a pu réaliser un événement, je suis aussi fier que ça, que d'avoir une grosse réalisation qui sera pérenne. C'est faire en sorte que les choses se passent bien, que les gens vivent bien et qu'ils se sentent bien dans la commune. C'est ça avant tout. Alors, je dis ça, c'est facile parce que on a un domaine skiable, donc c'est sous mon mandat qu'on a fait la retenue collinaire. Donc on pourra difficilement enlever la retenue collinaire. Donc les gens peuvent me dire ah ben c'est facile de dire ça. Il a fait un truc qui va se voir pendant longtemps. Non, parce que c'est pareil, la retenue collinaire, j'ai pas fait pour une retenue collinaire, je l'ai fait au travers du prisme du lien social qu'avait la station. On n'est pas là pour faire du bénéfice sur la station de ski. C'est une station qui avant tout les saisonniers les plus lointains qui habitent, ils habitent à 15-20 km de la station. On n'a pas de saisonniers qui viennent d'ailleurs, donc c'est vraiment du pluri-emploi. Et c'était avant tout ça. Et la fierté, je la retire, c'est qu'ils soient capables de travailler, quelles que soient les conditions, quels que soient les aléas, qu'on soit capable de leur proposer quelque chose. On a vécu un hiver qui était très difficile dans le Vercors, faut pas se le cacher, avec les investissements qu'on a fait en 2016-2017. Tout le monde a bien travaillé en tout cas sur la remontée mécanique. Donc voilà, c'est de ça dont je tire une fierté, c'est sur le côté humain, pas sur c'est sur le dire bah voilà, on vit bien et on vit bien ensemble. Ça fait maintenant 10 ans que tu es élu. 2 questions. D'abord, est-ce que c'est plus facile de se faire élire la première fois ou de se faire réélire? Et puis surtout, qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Comment est-ce que tu puisses ta motivation? Alors c'est plus facile d'être élu la première fois parce que c'est toujours plus facile d'être dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on n'a rien à défendre, on n'a qu'à attaquer. Et, c'est beaucoup plus facile. Après, quand on a à défendre un bilan, c'est déjà plus difficile. Alors si c'est un bon bilan, c'est plus facile, bien entendu, mais c'est toujours plus difficile. Je pense aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 20 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la critique facile, c'est toujours plus difficile. Parce que quand on fait des actions, forcément, on s'expose à la critique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile et le poids des réseaux sociaux et le poids est important. Donc
parce que dès qu'on fait quelque chose de mal, on le prend direct. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui me fait tenir? Qu'est-ce qui me fait tenir en fait? Moi, j'aime bien la difficulté. Alors, plus c'est difficile, plus je suis motivé. Donc, moi, s'il y avait que des choses qui rouleraient, je me démotive avec les trucs qui ronronnent. Alors là, ça, c'est le truc qui m'exaspère. S'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de plus-value à ajouter, s'il n'y a pas de porte à se prendre en pleine figure, moi, ça m'intéresse pas. J'aime bien prendre des coups, j'aime bien me planter. Mais j'aime bien le bout, et c'est ça qui me fait tenir. C'est plus c'est difficile, plus j'y vais. Donc, Le challenge te motive, en fait. Tu te ressources dans le challenge. ouais, c'est ça. Et puis c'est essayer de trouver des choses innovantes. Typiquement, je vais le redire, c'est une chose quand on a fait la retenue. Quand on a fait la retenue, moi j'ai souhaité que la retenue elle soit faite en partenariat, c'est-à-dire qu'à toutes les réunions de travail, j'avais invité la LPO, la FRAPNA, France Nature Environnement et tout ça pour qu'ils aient le développement du processus, qu'ils aient des choses à dire, sachant très bien qu'ils étaient contre le fait qu'on fasse une retenue, mais qu'on puisse intégrer leurs remarques sur le projet. Voilà. Moi, quand j'ai fait ça, les professionnels du domaine, ils me sont tous, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais comme ça? Je dis, ben voilà, c'est peut-être plus difficile de le faire. On va prendre plus de temps, mais on va le faire d'une manière différente. Donc voilà, puis ça a fonctionné plus ou moins bien, mais voilà, c'est essayer de faire bouger les choses et de faire que les gens y discutent. Voilà, je râle beaucoup. Il y a quelqu'un qui est très caractériel, qui râle beaucoup. Je m'engueule beaucoup. Mais je râle, mais derrière je fais un câlin. Voilà, c'est pas parce que je râle, que que je suis vraiment en colère et que je vais me fâcher. Enfin, je suis quelqu'un qui, je pardonne énormément de choses et puis je râle parce que c'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de faire passer les choses. Mais l'objectif, c'est quand même qu'on travaille tous ensemble. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné et que j'ai pas respecté, c'est n'oublie pas ta famille. Et c'est le conseil que tu donnerais toi aussi? Ah oui, c'est le conseil que je donne, de ne pas oublier sa famille, parce que je pense que ça reste le plus important dans le vivre ensemble. En fait, une commune, c'est une grande famille. Et il faut qu'on soit capable de garder sa famille unie pour garder la commune unie. Et je pense que ça, c'est le plus important et c'est le plus dur. Et les industries du tourisme en montagne, enfin tout ce qui concerne le sport outdoor, ça a beaucoup évolué ces 10 dernières années. C'est quoi, en tant qu'élu, mais aussi parce que tu en tant que pratiquant, c'est quoi les changements qui t'ont le plus marqué? Qu'est-ce que tu as observé? Alors déjà, il y a une augmentation du volume de fréquentation de nos massifs par l'outdoor. Ça, c'est indéniable. Nous, dans le Vercors, on a une chance phénoménale, c'est d'avoir un bassin de population à nos pieds. On a un énorme inconvénient, c'est qu'on a un grand bassin de population à nos pieds. Donc c'est une chance et en même temps un grand inconvénient. Donc du coup, on est à un endroit, je pense, où les clivages sont de plus en plus forts entre les gens qui possèdent les terres, ceux qui veulent pratiquer, entre ceux qui vivent et ceux qui viennent profiter. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. La bascule s'est faite, je pense que pour tout le monde, au moment du Covid, où certains ont découvert ça. Mais c'est là aujourd'hui, on est sur des sujets très clivants. Le tourisme est devenu un sujet clivant, un sujet. S'il a été pendant longtemps un moteur de l'économie et où on se posait pas de questions de savoir comment il était fait, aujourd'hui, c'est devenu un sujet clivant, un sujet d'enjeu national et voire international. C'est comment au regard des différentes crises qu'on travaille, comment on travaille aussi le tourisme pour qu'il soit pas un moteur de la crise. En tant que pratiquant, comme je dis, quand je quitte Lens, je suis un touriste. Je passe le col, je vais au Tremé-Haute, je suis un touriste. Voilà, c'est comment on place comment on se considère dans la société. Je trouve que ce problème des évolutions touristiques, elles sont beaucoup plus marquées en montagne parce qu'on est un peu symbolique en plaine ou en bord de mer. Aujourd'hui, tout est exacerbé.
Et je pense que ça devient sur un problème avant tout sociétal où on cherche des sujets pour exister. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des sujets pour exister. Donc, comme au niveau politique, on est en train sur les sujets touristiques d'arriver sur de s'ancrer sur des positions extrêmes, alors qu'on a besoin de beaucoup de dialogue et beaucoup d'unité. Parce que je pense que les territoires qui se sont construits autour du tourisme, ils peuvent pas abandonner du jour au lendemain le tourisme, que c'est compliqué, qu'on parle de tourisme, mais qu'avant tout, derrière le tourisme, il y a des familles, il y a des gens qui vivent, et qu'il faut pas oublier derrière, parce que derrière un mot, il y a toujours, et c'est ça que j'ai appris aussi en tant qu'élu, c'est que derrière un mot, derrière un sujet, il y a une société, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des êtres humains. Et c'est comment on travaille sur ça sans casser tout ce qu'on a construit. Et c'est là tous les enjeux. Et c'est là qu'il faut être innovant. Et c'est là où on perd un peu d'agilité. Et puis il faut qu'on comprenne aussi, il y a les générations qui arrivent. Nous, on est dans la mouvance de nos parents. On est à peu près, voilà, les quarantenaires, on est un peu la mouvance de nos parents. Et là, les nouvelles générations qui n'ont pas du tout les mêmes codes qu'on a pu avoir. Donc, c'est comment on fait pour apprendre à travailler avec eux. Donc, c'est pour ça, c'est une chose que j'ai oublié faut pas attendre d'avoir 60 ans pour se présenter, pour être élu. Hein. On peut faire ça jeune, avec des avantages et des inconvénients. Mais plus on a de jeunes, plus on comprend aussi nos jeunes, parce que c'est eux qui vont faire la société. Alors, je dis pas de faire du jeunisme, parce que c'est bien aussi d'avoir d'équilibrer les choses, hein, parce que pour modifier certaines choses, il faut comprendre comment elles marchent avant, et c'est les anciens qui nous apprennent comment elles marchent. Hein. Donc, mais la mixité jeune et ancien, c'est la plus enrichissante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il faut bien trouver un équilibre. Alors maintenant, ça va parce que je suis à la frontière. Avant, j'étais considéré comme un jeune. Maintenant, je suis à la frontière, donc ça me va bien. Mais voilà, on est sur ces sujets-là. Après, voilà, ce que je dis, c'est que faut faire attention sur les réseaux sociaux, la façon dont je vais pas tirer sur les médias, mais la façon dont on cherche aussi la reconnaissance sur certains sujets. On l'évoquait tout à l'heure. Je l'évoque parce que c'est tout chaud, mais on l'évoquait tout à l'heure de manière privée, mais dans l'interview je peux le dire. Mais voilà, moi j'ai dit qu'à 1000 mètres sur l'Anse-en-Vercors, c'était une hérésie aujourd'hui d'avoir des enneigeurs. Voilà, d'une manière générale, ça a été repris. C'est le maire de Lens, il dit qu'à 1000 mètres partout en France, les enneigeurs. Alors qu'il y a des endroits, non, c'est la montagne, elle est complexe. Tout le monde peut remettre à son droit. Il faut être capable donc ça rejoint ce que je disais au départ, être capable d'avoir une agilité locale, et de l'autre côté être accompagné, parce que voilà, sur tout ce qui est sujet, tout ce qui est média aujourd'hui, c'est amplifié et pas forcément dans le bon sens, c'est coupé, tronqué, c'est on change le mot parce que derrière il y a des enjeux financiers, mais c'est là où réside la difficulté, et la difficulté aussi, le frein aux initiatives, et le frein à la parole aussi, parce que je pense que il y a des sujets qu'on pourrait qu'on pourrait avancer, mais parce qu'on dit bah voilà, si je le mets sur la table, ça va être mal compris, je vais être catalogué dans une chose, voilà mon positionnement. Mais c'est bien d'avoir le débat. Mais et justement, comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années? Je suis quelqu'un d'optimiste, donc alors j'espère que ça va aller mieux. J'en parlais tout à l'heure, le côté gestionnaire, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2020, on gère les communes plus qu'on innove. On le voit au niveau des projets. Il y a beaucoup moins de projets qui sortent. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Il faut un sursaut. Il faut un sursaut. Il faut redonner. Si on continue à centraliser comme c'est là, on va tuer ce qui faisait notre force. Dans le rugby, il y a le French flair, et on parle du French flair pour qualifier l'équipe de France sur certaines de ses actions. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous caractérise. On a une partie un peu latin, on a une partie un peu anglo-saxonne. C'est quand on peut avoir de la rigueur, mais en même temps avoir ce coup de folie qui fait qu'on va dynamiter une situation pour être gagnant. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on retrouve ça, qu'on arrête d'être sur la défensive, qu'on arrête d'avoir peur de tout, d'avoir peur de notre voisin, d'avoir peur de certaines choses.
qu'on parle de lien social, de consultation. On consulte, enfin, on consulte énormément, mais comme on se donne pas les moyens, enfin, c'est pas qu'on se donne pas les moyens, mais comme on n'a pas les moyens derrière d'agir, les consultations, elles sont vraiment, comment ça s'appelle? Pour moi, à mon sens, biaisées. Elles engendrent un sentiment de rancœur parce qu'on a beaucoup, comment ça s'appelle, concerté. On dit, bah, on va faire ça, puis finalement, il y a tellement de contraintes que ce qui est sorti de la consultation, on n'arrive pas à le mettre en place. Donc on dit, ben, et les gens qui ont été consultés disent, bah, finalement, on était consultés pour rien, c'est juste de la com. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on sorte. C'est pas possible, mais si c'est possible, mais et qu'on sorte une société de communication en outrance et qu'on se repose vraiment sur les choses, parce que enfin là à l'heure de même moi, vous pouvez le voir, je suis un peu moins actif sur les réseaux. Des fois, je fais des sorties qui sont un peu plus longues, mais je suis moins actif parce que on a besoin de temps de se poser. Ça va vite, mais on a besoin de respirer. On a besoin de prendre le temps. Donc, il faudrait qu'on arrive à freiner. Et on a une jeunesse qui arrive avec de nouvelles idées. Donc, je pense que les 10 prochaines années, elles vont être intéressantes à vivre, en tout cas du point de vue communal. Mais on est toujours marqué par le contexte international. Et tant qu'on n'aura pas réglé le contexte international, ça sera compliqué. Merci beaucoup, Michael Kramer, maire de Lens-en-Vercors. Voici les 3 points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est la punchline. Ce n'est pas du fond de son canapé qu'on fait évoluer les choses. Le deuxième point, être maire, c'est apprendre au quotidien et dans tous les domaines. C'est aussi s'assurer que ses concitoyens vivent bien et pas simplement poser son nom sur un bâtiment. Et enfin, le dernier point, si vous envisagez d'être élu, n'attendez pas d'avoir 60 ans. On a besoin d'une mixité entre les jeunes et les personnes plus expérimentées.